Et aux amis, on peut dire la vérité. La vérité, c'est que tu as devant toi ce soir une filière responsable, une filière sonnée, mais une filière debout. Une filière responsable parce qu'elle a engagé la plus grande révolution depuis son invention, la plus grande mutation technologique de son histoire. Et elle le fait avec beaucoup de courage et de sens des responsabilités. Sonnée parce qu'elle le fait dans un contexte d'une crise absolument sans précédent. Tu connais les chiffres, tu es très au fait de la situation actuelle, de la crise aiguë que nous rencontrons. Et donc faire cette mutation quand on est à -20 ou à -30 dans l'activité de nos usines, c'est un défi sans doute encore plus insurmontable. Mais elle est debout. Elle est debout parce que nous avons essayé de construire ensemble ce chemin de crête qui doit nous permettre de rester dans le concert des grandes nations automobiles. C'est l'enjeu du défi qu'est le nôtre aujourd'hui. Serons-nous encore dans la course? La France, grande nation d'automobile au XXe siècle, peut disparaître de la compétition mondiale entre les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, de la compétition mondiale de l'automobile du XXIe siècle. Nous avons dessiné ensemble ce chemin de crête avec cette feuille de route de la filière automobile. Et je serai très rapide. Nous avons une possibilité de rebond. Ce rebond, il passe d'abord par des investissements massifs en France dans les grands projets d'avenir de l'automobile. Batterie, électronique de puissance, connectivité, économie circulaire. Ce sont des projets extrêmement coûteux, extrêmement consommateurs en CAPEX. Nous évaluons à environ 17 milliards dans les 5 ans l'engagement dans ces grands projets. Nous avons ensuite besoin, pour capter ces investissements du futur, que notre site France redevienne compétitif. Oui, c'est un débat entre nous. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Des efforts en matière d'impôts de production, nous sommes très sensibles. Mais on a entendu toute la journée parler des écarts qui existent encore aujourd'hui entre l'attractivité du site France en matière d'industrie automobile et ses voisins. Je ne parle pas des voisins du Maghreb, je parle de l'Espagne, je parle de l'Europe centrale. Nous avons ensuite besoin de doper l'innovation dans notre secteur. Nous avons déjà fait de gros progrès avec le fonds qu'ensemble nous avons lancé, le CORAM, qui accompagne les entreprises de la filière en matière d'innovation. Nous aurons besoin d'aller encore plus loin. Et puis enfin, nous avons besoin d'infrastructures pour réussir l'électrique ensemble. Et nous sommes encore, malgré tes efforts et ceux du gouvernement, très en retard en la matière. Voilà, donc la filière, mon cher Bruno, Monsieur le Ministre, elle essaye d'entrevoir cette lueur au bout du tunnel. Mais la situation est difficile. Nous sommes très reconnaissants de la façon dont le gouvernement nous a accompagnés depuis 18 mois, dans la façon dont nos entreprises ont été aidées avec le chômage partiel, avec les prêts, les PGE, avec les accompagnements, les aides dédiées pour faire repartir la mécanique de nos usines à l'été 2020. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'inscrire dans la durée un nouveau partenariat entre la filière et l'État. Nous avons besoin d'échéanciers, nous avons besoin d'un calendrier clair, nous avons besoin de règles du jeu qui ne changent pas tous les 4 matins au gré d'une loi de finances ou au gré de nouveaux arbitrages européens. Nous avons besoin de visibilité. Et c'est à ces conditions que nous réussirons ensemble, mon cher Bruno, de faire de la France un grand pays de la deuxième révolution automobile. Merci pour ta présence. Monsieur le
Président, cher Luc Châtel, si j'étais un peu taquin, je vous dirais que si vous voulez de la stabilité et de la visibilité, donnez-nous 5 années supplémentaires. Car je pense que nous avons montré que nous étions capables de tenir un cap avec le Président de la République en matière de fiscalité, de soutien à l'industrie et de soutien à l'industrie automobile. J'avais été très moqué, il y a quelques mois, dans un discours au ministère de l'économie et des finances, quand j'avais dit que j'aimais les voitures, que j'aimais l'automobile. Mais quitte à être moqué à nouveau, ce qui est toujours finalement assez plaisant, les responsables politiques manquent beaucoup d'humour sur eux-mêmes. Je vais vous redire à quel point j'aime les automobiles, j'aime l'industrie automobile, et je considère que la voiture reste un instrument de liberté pour beaucoup de nos compatriotes. Donc oui, nous devons soutenir l'industrie automobile. Oui, je considère que la voiture bien utilisée est un instrument de liberté pour beaucoup de nos compatriotes. Et oui, nous devons faire en sorte que la France garde une industrie automobile puissante parce que ce n'est pas simplement des centaines de milliers d'emplois qui sont en jeu et ça suffirait à nous mobiliser totalement pour cette industrie. C'est une culture qui est en jeu. Le lion de Sochaux, le losange de Renault, les chevrons de Citroën font partie de notre culture nationale. C'est une partie intégrante de notre culture. Et donc, il est indispensable de vous accompagner dans cette révolution technologique comme il s'en passe une par siècle. Passer du véhicule thermique au véhicule électrique, c'est une révolution technologique, c'est une révolution industrielle comme il y en a une par siècle. Et pour cela, ça demande, pour que nous la réussissions, la mobilisation de toutes les énergies. La vôtre, cher Luc Châtel, et je voudrais vraiment personnellement vous remercier pour votre engagement à la tête de cette filière, pour le travail que vous faites. Je sais que vous avez affaire à des acteurs, avec tout le respect que je leur dois, qui ne sont pas les plus faciles de l'industrie. Que les relations entre les sous-traitants automobiles et les grands donneurs d'ordre ne se caractérisent pas par la plus grande chaleur, la plus grande affection, la plus grande amitié, qu'il peut y avoir quelquefois des frictions, comme dans des pignons pas forcément bien huilés. Ça arrive. Et donc il fallait à la tête de cette filière une personnalité à la fois forte et apte au compromis. Je pense, cher Luc Châtel, que vous remplissez parfaitement cette fonction. Je voudrais remercier, vous pouvez l'applaudir, parce que je pense qu'il le mérite. Je voudrais remercier évidemment tous les intervenants qui se sont succédés à cette tribune, le directeur général de Renault, Luca De Meo, le commissaire européen Thierry Breton, le président de Michelin, Florent Ménégo, le président Jean Rotner, le président Éric Trappier, que j'ai vu dans d'autres circonstances hier, les représentants de Stellantis. Je voudrais remercier le député Damien Pichereau pour le travail remarquable qu'il fait sur la question clé du véhicule autonome. Vous voyez, tout le monde est mobilisé. Les acteurs publics, les acteurs privés, les élus, les représentants des grandes filières, tout le monde est pleinement mobilisé pour réussir cette transition décisive du véhicule thermique au véhicule électrique. Et je pense, comme Luc Châtel l'a dit, qu'il faut bien, pour commencer, mesurer les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et que c'est parce que nous aurons parfaitement mesuré la gravité des enjeux que nous apporterons les réponses à la hauteur de ces enjeux. D'abord, nous avons un enjeu technologique. Nous devons réussir à maîtriser les technologies de pointe qui vont des outils de puissance jusqu'aux batteries électriques en passant par les éléments qui vont servir au guidage des véhicules autonomes. Nous devons prendre en compte l'impact très concret que cela va avoir sur des centaines de sites industriels dans notre pays. Chacun sait qu'un véhicule électrique, c'est 35 kg de fonte. Un véhicule diesel, c'est 4 fois plus de 120 kg. Donc que va-t-il advenir des fonderies? Qu'est-ce que nous disons aux 15 000 ouvriers qui travaillent dans les fonderies? Comment est-ce que nous les accompagnons? Comment est-ce que les grands donneurs d'ordre exercent leurs responsabilités pour accompagner ces fonderies dans la transition nécessaire qui doit être la leur?
Nous avons à faire face, troisième enjeu, à une recomposition des chaînes de valeur à l'échelle mondiale. Et croyez-moi, j'y reviendrai tout à l'heure, l'enjeu le plus important pour notre pays, c'est que nous arrivions à relocaliser en France des chaînes de valeur de cette nouvelle industrie automobile électrique. Nous avons un enjeu réglementaire, en particulier avec la norme Euro 7. Et vous avez pu en discuter ce matin avec Thierry Breton. Nous avons un enjeu de consommation, avec des consommateurs, j'en suis persuadé, qui vont se détourner rapidement du véhicule thermique pour s'orienter de plus en plus rapidement vers le véhicule électrique. Et puis nous avons un enjeu d'indépendance, notamment en matière de maîtrise des semi-conducteurs. Chacun sait aujourd'hui que la pénurie de semi-conducteurs amène certaines usines en France à tourner au ralenti, parfois à 30, 40, 50% seulement de leur capacité, parce qu'il n'y a pas de semi-conducteurs et que sans semi-conducteurs, il n'y a pas de véhicule. Il y a 400 semi-conducteurs dans un freinage ABS, il y en a 1000 dans une pédale de frein, il y en a environ 10 000 dans un véhicule électrique. Sans semi-conducteurs, pas de voiture. Sans indépendance sur les semi-conducteurs, pas d'indépendance sur l'industrie automobile. Et donc, c'est toute cette révolution qu'il faut penser de bout en bout, d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur, d'un bout à l'autre de l'industrie automobile et de l'industrie tout court. C'est la deuxième remarque que je veux faire. Je veux simplement vous garantir que nous continuerons avec le Président de la République, avec le Premier ministre et tout le gouvernement, à nous battre pour l'industrie française. Je dois être désormais un des plus vieux ministres de l'économie et des finances en exercice. Je crois que nous n'avons jamais, cher Luc Châtel, varié de ligne. Nous voulons réussir la reconquête industrielle française et nous avons à notre actif, pour la première fois depuis plusieurs années, la création de nouveaux emplois industriels en France, preuve que c'est possible de réussir cette reconquête industrielle. Et que l'industrie automobile doit être une partie de cette reconquête industrielle. Mais s'il n'y a pas de reconquête industrielle globale, il ne peut pas y avoir de réussite pour l'industrie automobile en France. Vous ne pouvez pas d'un côté dire on abandonne l'industrie, on se moque de la fiscalité et finalement la compétitivité prix n'a pas d'importance, mais on va quand même maintenir une industrie automobile performante. Ça n'est pas vrai. L'un ne va pas sans l'autre. Et nos choix courageux, nous les maintenons et nous les accentuerons au cours des prochaines années, une fois encore, une fois passées les élections présidentielles, où chacun sait que je souhaite la réélection du Président de la République. Justement pour cette raison de continuité et de stabilité. Prenez les mesures fiscales. Nous avons baissé l'impôt sur les sociétés, nous l'avons ramené pour toutes les entreprises à 25%, chose promise, promesse tenue. Nous avons réduit la fiscalité sur le capital parce que, vous n'avez cessé de répéter, vous avez raison, que l'industrie automobile est fortement consommatrice de capital. Et donc si vous appuyez là où ça fait mal en grevant de taxes le capital, vous ne pouvez pas permettre à l'industrie automobile de se développer parce qu'elle manque de financement et qu'elle manque de capital. Chose promise, promesse tenue. Nous avions promis, et je m'étais exprimé devant vous il y a 4 ans, que nous baisserions les impôts de production. On m'avait dit c'est impossible, ça va être trop compliqué. Les régions sont bénéficiaires d'une part de ces impôts de production, vous n'y arriverez pas. J'ai travaillé sans relâche avec tous les présidents de région, certains favorables, d'autres opposés. Au bout du compte, nous sommes parvenus à baisser de 10 milliards d'euros au début de cette année les impôts de production. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Mais j'en suis convaincu. Bien sûr que nous devrons aller plus loin sur la baisse des impôts de production si nous voulons rester compétitifs par rapport à nos grands voisins, notamment l'Allemagne, qui ont des impôts de production 7 fois moins élevés. Nous avons réduit l'écart, il faut continuer à réduire l'écart sur les impôts de production pour permettre à la France de jouer dans la première catégorie en matière d'industrie et dans la première catégorie, la première division en matière d'industrie automobile. Simplement, je vous pose une question. Qui avait eu le courage de faire ces choix fiscaux? Qui, parmi tous ceux qui se dressent sur leur tonneau en disant « Vive l'industrie automobile, il faut défendre l'industrie automobile, il faut défendre les emplois », qui avait eu le courage d'en tirer les conséquences pour baisser l'impôt sur les sociétés sur toutes les entreprises françaises, PME comprises, et pour baisser les impôts de production? Personne. Nous avons une singularité avec le Président de la République, nous mettons en accord nos actes
avec nos convictions. Et quand nous estimons qu'il faut se battre pour l'industrie automobile et pour l'industrie tout court, nous ne nous contentons pas de discours, nous prenons des décisions qui ne sont pas forcément les plus populaires, mais qui sont les plus efficaces. Donc nous continuerons dans ce sens-là, dans la voie de la baisse des impôts pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, dans la voie de la simplification et dans la voie du soutien à l'innovation et aux investissements. Je rappelle que France 2030, c'est 30 milliards d'euros d'investissement pour nous permettre justement d'être indépendants sur des outils clés de l'industrie automobile. Je reprends l'exemple des semi-conducteurs. Il n'y aura pas d'industrie automobile indépendante en France si nous ne produisons pas davantage de semi-conducteurs sur notre territoire et en Europe. On ne va pas continuer à faire la manche à TSMC, à faire la manche à des producteurs étrangers, en Corée du Sud, à Taïwan ou aux États-Unis, pour réclamer désespérément des semi-conducteurs. Enfin, on n'est pas une grande nation quand on est obligé de faire la manche pour trouver des semi-conducteurs pour nos voitures, pour nos avions ou pour un certain nombre d'outils industriels de technologie avancée. Une grande nation est indépendante et elle doit être indépendante sur les composants critiques. Les semi-conducteurs sont critiques. Nous bâtirons cette indépendance française et européenne, bien sûr, en matière de semi-conducteurs. Une fois qu'on a défini ce cadre général, et vous voyez, j'insiste là-dessus, nous prenons des décisions. Et je le redis, des décisions qui ne sont pas toujours les plus populaires, mais qui sont efficaces. C'est dans ce cadre global d'attractivité de l'industrie que nous voulons réfléchir au soutien à l'industrie automobile. Nous avons déjà apporté des soutiens massifs. Et nous l'avons fait avec le soutien de Luc Châtel, de la filière, après des discussions très longues avec les sous-traitants, les grands donneurs d'ordre, pour essayer de trouver les bonnes réponses. Nous avons mis en place un plan diesel pour accompagner la reconversion de la filière et accompagner les salariés. Nous avons mis en place un plan automobile dans le cadre de France Relance. France Relance est un immense succès, ça nous permet d'avoir 6,25% de croissance en 2021, mais dans France Relance, il y avait 8 milliards de fonds publics pour soutenir l'industrie automobile. Financement massif de la recherche et du développement avec le Coram, fonds de soutien à la modernisation de la sous-traitance, fonds d'investissement pour renforcer les fonds propres des entreprises de la filière, c'est le fameux fonds Avenir Automobile, plus des mesures spécifiques pour les filières les plus touchées par la transition, les fonderies et le décolletage. Maintenant, nous avons le troisième étage de la fusée. L'accompagnement des filières en difficulté, France Relance pour l'industrie automobile, et troisième étage de la fusée, le plan France 2030, annoncé par le président de la République avec un objectif, 2 millions de véhicules électrifiés en France en 2030. Le président de la République précisera chacun des engagements dans le plan d'investissement. Je veux simplement insister sur le fait que ce plan d'investissement doit servir à accélérer massivement l'électrification des usages et l'électrification de l'industrie automobile française. Les annonces de Tesla ce matin ne sont pas passées inaperçues. La manière dont les États-Unis accélèrent sur ce sujet n'a échappé à personne. L'avance que peut avoir le continent chinois en matière de véhicules électriques, de batteries électriques, d'accès aux matières premières, n'a échappé à personne non plus. Je suis convaincu que la France et l'Europe peuvent tirer leur épingle du jeu, mais avec une seule attitude possible. Pied au plancher, accélération à fond, solidarité de la filière, ce sont les clés pour réussir l'électrification de l'industrie automobile française et européenne. Nous n'avons pas d'autre choix que de mettre pied au plancher. Plus de place pour les divisions entre les uns et les autres, plus de place pour les querelles, plus de place pour les complications administratives qui empêchent le déploiement au juste rythme des bornes de recharge à très haute puissance. On ne développera pas l'industrie automobile électrique si on dit au consommateur qu'au bout de 200 km, il faut qu'il recharge pendant 8 heures. Il faut qu'il puisse recharger en 20 minutes et recharger partout en France, sur les départementales, sur les nationales, comme sur les autoroutes. Il faut que nous accélérions la recherche sur la batterie électrique pour passer du ion lithium liquide au ion lithium solide. Il faut que nous maîtrisions la filière sur les métaux rares pour nous permettre d'être davantage indépendants sur les batteries électriques. Il faut que sur l'électronique de puissance,
nos sous-traitants, qui sont parmi les meilleurs au monde, continuent à innover, continuent à investir, continuent à bénéficier du crédit impôt recherche pour rester aux meilleurs standards au monde. Pied au plancher pour rester dans la course par rapport au continent chinois et par rapport au continent américain. Il faut que sur l'hydrogène, où nous avons des atouts considérables avec la production d'énergie décarbonée par le nucléaire, nous restions là aussi parmi les meilleurs au monde. Qu'en matière de stockage de l'énergie, nous puissions continuer à progresser pour que les véhicules à hydrogène puissent faire partie de la panoplie de solutions décarbonées que nous offrons aux Français. Donc je le redis, je ne vois qu'une seule stratégie, foncer, foncer, foncer. Mais avec des orientations qui soient claires pour que chacun puisse s'y retrouver. Je vois 3 orientations pour cette stratégie de relocalisation industrielle et de développement massif de l'industrie de l'automobile au XXIe siècle en France. La première chose qui me tient à cœur, c'est que nous soyons d'accord sur la relocalisation des chaînes de valeur en France. Vous ne pouvez pas expliquer aux Français que nous allons investir dans le cadre du plan d'investissement, soutenir dans le cadre du plan de relance, maintenir des aides importantes. Je vous confirme par exemple que nous prolongerons de 6 mois le bonus à 6 000 € pour les véhicules électriques au 1er janvier 2022. Il devait passer à 5 000 € au 1er janvier. Nous avons décidé avec le Premier ministre de le maintenir à 6 000 € pour continuer à encourager l'électrification des usages et le développement du véhicule électrique sur notre territoire. Nous maintiendrons ces aides, nous maintiendrons le CORAM, nous continuerons à soutenir l'investissement, nous maintiendrons le crédit impôt recherche. Nous avons déployé le plan d'investissement. La contrepartie que je vous demande, avec beaucoup de gravité, relocalisez vos chaînes de valeur en France. Et je dis bien les chaînes de valeur. Je suis lucide, je sais bien que vous n'allez pas fabriquer tous vos composants en France et que nous ne pouvons pas être compétitifs sur les composants où il y a peu de valeur ajoutée. Mais là où il y a une forte valeur ajoutée, il doit y avoir des emplois maintenus en France. Cette relocalisation industrielle, elle est absolument stratégique. Nous continuerons à tout faire pour améliorer votre compétitivité. Nous continuerons à tout faire pour améliorer l'attractivité du territoire français. Nous tiendrons la ligne de la baisse des impôts sur les entreprises, comme nous avons tenu la ligne de la baisse des impôts sur les ménages. Mais de votre côté, privilégiez le territoire français, privilégiez la production en France. Et je veux, de ce point de vue-là, saluer les annonces qui ont été faites ce matin, les annonces faites par Luca de Meo et par Renault, qui a décidé de localiser 9 nouveaux modèles en France et de viser un volume de 700 000 véhicules produits en France dès 2025. C'est un geste très positif. Je veux en remercier Renault et en remercier son directeur général, Luca de Meo. De la même façon, les annonces faites par Stellantis sur de nouveaux investissements à Trémery et à Metz et sur la production de nouveaux véhicules à Rennes vont aussi dans la bonne direction. Restez dans cette direction-là. Relocalisez les chaînes de valeur en France. D'abord parce que c'est la juste contrepartie de la politique industrielle et fiscale qui est menée par le gouvernement, mais aussi parce que je crois profondément que c'est votre intérêt. Délocaliser, c'est dater. Délocaliser, c'est l'ancienne politique. Délocaliser, ça n'est plus votre intérêt. Quand nous aurons mis en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, délocaliser sera moins intéressant financièrement. Quand les coûts de production auront augmenté en Europe de l'Est comme en Chine, avec une classe moyenne qui va exiger des salaires plus élevés, délocaliser sera moins intéressant. L'épidémie de Covid nous a appris que les chaînes de production et que les chaînes d'approvisionnement pouvaient s'interrompre d'un jour à l'autre, et que tous ceux qui nous promettaient que jamais cela n'arriverait et que la globalisation était comme une mécanique bien huilée dont les chaînes de valeur ne s'interrompraient jamais, ont eu tout faux. Ces chaînes peuvent se briser d'un jour à l'autre. Par conséquent, il est indispensable d'avoir des sources d'approvisionnement qui soient plus diversifiées et que vous puissiez développer vos capacités de production en France. Enfin, je voudrais que nous ayons une approche un peu plus complète et globale
des coûts de la délocalisation. Le coût n'est pas que financier, il est social, il est environnemental, il se chiffre en perte d'emploi, il se chiffre en augmentation des émissions carbone. Et quand on fait le coût global des délocalisations pour la France, le bilan est unanimement négatif. Je souhaiterais par conséquent que nous réfléchissions tous collectivement à cette politique de relocalisation qui est pour moi le pilier, le premier de la stratégie industrielle automobile que je vous propose cet après-midi. Et je le redis, il ne s'agit pas, une fois encore, de tout relocaliser en France, mais de relocaliser tout ce qui a de la valeur dans notre pays, parce que ça vous garantit la compétitivité, l'indépendance et l'autonomie. Le deuxième pilier de cette stratégie, ce n'est pas le plus simple. C'est une plus grande solidarité à l'intérieur de la filière. Alors, je ne voudrais pas prêcher dans le désert, parce que je vois défiler dans mon bureau sous-traitants de premier rang, de deuxième rang, de troisième rang, constructeurs, les uns qui m'expliquent qu'il n'y a absolument aucun problème et qui ne comprennent pas que les sous-traitants se plaignent, les sous-traitants qui viennent me voir sous le sceau du secret, en disant surtout ne donnez pas mon nom, mais c'est vraiment abominable ce que me font vivre les grands constructeurs, je ne m'en sors absolument pas. Donc la vérité doit être entre les deux. La vérité, c'est que ça ne va pas. Car si ça allait, personne ne viendrait me voir. D'ailleurs, un ministre de l'économie et des finances, quand les choses vont bien, personne ne vient le voir. Peut-être pour ça que depuis 2 ans, on vient beaucoup me voir. Et donc je considère qu'on doit pouvoir faire mieux, tous ensemble, en matière de solidarité à l'intérieur de la filière. Je sais à quel point c'est dur. Ne croyez pas que je sois né de la dernière pluie économique. La compétition à l'intérieur de l'industrie automobile est féroce. La compétition automobile mondiale est féroce. C'est aussi féroce que dans un Grand Prix de Formule 1 où quasiment tous les coups sont permis. Il faut des règles, sans quoi les pilotes feraient n'importe quoi. Bien, c'est la même chose pour l'industrie automobile. La compétition est féroce, mais il faut quand même des règles pour éviter que cette férocité ne soit contre-productive. Et la première règle doit être la solidarité nationale. Entre les grands donneurs d'ordre et les sous-traitants, il faut plus de solidarité, plus d'écoute, plus de respect des délais de paiement, plus de respect des contraintes des uns et des autres. Il faut faire évoluer, et nous y sommes engagés avec Luc Châtel, et je le remercie de son engagement là-dedans, pour favoriser les relations de long terme avec les sous-traitants, pour prendre en compte le bilan environnemental des produits achetés dans les critères de sélection, pour aider les sous-traitants à adapter leurs compétences par un travail en commun des donneurs d'ordre, pour renforcer la sécurité de nos approvisionnements. Voilà les têtes de chapitre dont je souhaite que vous les remplissiez au cours des semaines et des mois à venir. Vous verrez, tout le monde en sortira gagnant. Tout le monde en sortira plus fort. Les sous-traitants comme les grands donneurs d'ordre. C'est pour moi le deuxième pilier de notre stratégie. Le premier, relocaliser les chaînes de valeur. Le deuxième, améliorer les relations entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants pour aller vers plus de solidarité et plus de coopération. Le troisième pilier n'est peut-être pas celui dont on parle le plus souvent, mais il me tient très à cœur. Chacun sait, et cela explique les inquiétudes qu'il peut y avoir dans notre pays, que ces mutations rapides, ces révolutions technologiques vont créer de nouveaux emplois. Regardez l'usine de batteries électriques qui va s'ouvrir à Douvrin dans le Nord, regardez les chaînes de production de réservoirs hydrogène, regardez ce qui va se passer sur les batteries électriques et la recherche ion lithium solide, regardez ce qui va se passer sur les chaînes de traction, tout ça va créer de la valeur. Mais il y a aussi d'autres sites industriels qui sont aujourd'hui menacés. Et vous avez des milliers d'ouvriers en France, eux et leurs familles, qui sont inquiets pour leur avenir, qui se demandent ce que va devenir leur fonderie. C'est vrai à la SAM, c'est vrai à la fonderie du Poitou, c'est vrai en Bretagne, je pourrais citer des dizaines et des dizaines d'exemples. Ces inquiétudes, nous ne pouvons pas les balayer d'un revers de la main. Et nous avons tous une responsabilité commune. Apporter une réponse à chacun de ces sites et à chacun de ces ouvriers. Parfois, il faudra faire évoluer le site, on le sait tous. Il faudra diversifier sa production. Il faut y travailler ensemble. Parfois, il faudra donner une nouvelle formation, une nouvelle qualification aux salariés qui travaillent parfois depuis 10 ans, 15 ans
20 ans dans la même usine. Eh bien, il faudra s'y atteler tous ensemble. Mais nous ne réussirons pas les transitions si ces transitions sont brutales. Nous ne réussirons pas ces transitions si elles se traduisent par de la violence sociale pour ceux qui, depuis des années, ont travaillé dans une usine qui ne correspond plus à la demande de l'industrie automobile. Et notre responsabilité en la matière est une responsabilité collective. Voilà la stratégie que je suis venu vous proposer cet après-midi. De la relocalisation des chaînes de valeur, fondée sur de l'innovation, une plus grande solidarité entre sous-traitants et donneurs d'ordre, une attention particulière aux sites industriels, notamment les fonderies, qui sont menacés par ces révolutions technologiques. Et avec tout ça, j'en ai la conviction, nous garderons au XXIe siècle une industrie automobile française qui continuera à jouer les premiers rôles et qui continuera à jouer dans la première division. C'est mon souhait le plus cher et vous pouvez compter sur mon soutien total pour réussir cette mutation. Merci à tous. Merci. Voilà, il me reste à vous remercier, vous tous, de votre attention, de votre fidélité. Les raisons d'espérer ne manquent pas. J'espère que c'est ce qui ressortira de cette journée. J'ai un dernier rendez-vous à vous donner, c'est dans tout juste un an. Au Mondial de l'Automobile 2022, la PFA vous attend. Rendez-vous du 17 au 23 octobre avec Équipe Auto, évidemment, pour reparler de tout cela. Et j'espère qu'on aura fait beaucoup de progrès. Bonne journée à tous, bon retour.